Bonjour Hugues Sartre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole du groupement des ensembliers de la rénovation énergétique. Alors, l'Agence nationale de l'habitat a révélé que 230 millions d'euros de fraude ont été évités rien que sur le dispositif MyPrimeRénov'. 44 000 dossiers frauduleux ont été retoqués en 2024. Tout ça grâce à l'intensification des contrôles et à l'utilisation de l'IA. J'imagine que vous vous en félicitez. Exactement. Sur les années passées, ces dossiers frauduleux, a priori, ça ont été des millions d'euros qui sont partis. Et ça a conduit l'ANA parfois à devoir bloquer tous les paiements, à devoir complètement cesser finalement l'instruction des dossiers pour distinguer le bon grain de livret. Et donc, c'est une bonne chose que des processus aient pu être mis en place. C'est ça. Mais vous continuez à dénoncer la pratique commerciale abusive, notamment. Alors, c'est une pratique commerciale abusive et en même temps, c'est clairement un détournement de fonds publics. Tout à fait. Puisque cette pratique commerciale, elle consiste à dire aux gens, vous allez faire des travaux de rénovation énergétique et ça va ne vous coûter que 1 euro, vous n'avez rien à payer, tout est pris en charge. Et comment ces gens font? Ils disent tout simplement, la loi impose un reste à charge minimal et ça veut dire que vous devez, pour les personnes les plus subventionnées, vous devez payer au moins 10% du montant des travaux. Ça doit rester à votre charge. C'est quelque chose de sain de payer des travaux pour l'amélioration de sa maison. Ouais. Forcément, l'offre est alléchante et beaucoup de gens tombent dans le panneau, en fait. Voilà. Et donc, ces entreprises-là arrivent et disent, c'est 10%, moi, je vais vous les offrir. Et comment ils font pour les offrir? Eh bien, ils gonflent artificiellement le prix du devis, ce qui leur permet d'aller chercher plus de subventions, donc de faire plus de marge, et à ce moment-là, pouvoir dire, écoutez, les 10 000 euros dont vous deviez vous acquitter, je vous les offre, puisqu'en fait, quelque part, ils les ont truandés auprès des subventions. Ouais, c'est ça. Et il faut rappeler quand même que cette pratique est illégale et fait courir un grand risque aux ménages, en fait, Hugues Sartre. Tout simplement parce que l'administration, si elle venait à se rendre compte que ces 10% revenant à votre charge, vous ne les avez pas payés, eh bien l'administration réévaluera le montant des subventions et vous demandera de rembourser le trop perçu. Et dans cette situation-là, le ménage est dans une situation financière extrêmement risque parce que les subventions ne sont pas perçues par les ménages. Ouais. Généralement, ce sont ces entreprises qui les reçoivent directement. Et donc, un ménage pourrait se retrouver à devoir rembourser 7 000, 8 000, 10 000 euros de sa poche. Par cette pratique frauduleuse. Ouais, c'est énorme. Alors justement, Hugues Sartre, vous parlez de détournement des aides publiques. Vous avez appelé, vous, Valérie Létard, la ministre du Logement, à prendre des mesures concrètes. Quelles sont-elles, ces mesures? Alors, il y a une première mesure qui coûte absolument rien, qui est très facile. On a besoin d'une communication officielle avec un flyer officiel de l'ANA qui explique pourquoi est-ce que les pratiques qui consistent à offrir le reste à charge, c'est interdit et c'est dangereux. Ça, on n'a pas assez de communication, on n'a pas assez de support de communication officielle pour pouvoir expliquer aux ménages, attention, ne vous faites pas avoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en 2024, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Mon accompagnateur rénov'. Il faut rajouter dans le spectre des missions de l'accompagnateur rénov' l'obligation de vérifier que le particulier s'est bien acquitté des sommes qui lui revenaient. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une situation où finalement, personne ne vérifie ce point-là, et comme personne ne le vérifie, il y a une faille dans laquelle ces entreprises-là sont gouffres. Ouais, c'est ça, ouais. Hugues Sartre, d'autres chiffres qui sont sortis aussi cette semaine, décidément, rénovation énergétique et fraude, ça rime. Je sais pas si forcément vous êtes au courant qu'il y aurait eu 1,3 million de diagnostics de performance énergétique frauduleux. Peut-être pour rassurer ou informer celles qui nous écoutent. C'est quoi un DPE frauduleux, en fait? Alors je pense que c'est très compliqué à définir un DPE frauduleux à partir du moment où si vous avez un diagnostiqueur qui rentre chez vous et qui passe pas beaucoup plus de 20 minutes en disant finalement tous les types de murs je ne les connais pas, je vais faire des métrés à la grosse louche, ça peut refléter un caractère frauduleux parce qu'il ne fait pas bien son travail. Oui. Là, on pourrait dire que ça rentre dans la catégorie. Après, la vraie fraude, c'est de dire, par exemple, je vois qu'un mur n'est pas isolé. Bon, je vais définir que ce mur est isolé. Et je vais décrire dans mon diagnostic que ce mur est isolé de manière à augmenter la note. DPE de complaisance, en fait, c'est ça? Exactement. C'est un DPE qui permet d'éviter d'être en lettre G ou en lettre F pour des problématiques de location ou de vente.
toutefois, ce sont des choses qui sont... le chiffre me surprend énormément parce que déclarer qu'un bien est isolé alors qu'il ne l'est pas, ça nécessite un contrôle in situ. Et donc, réussir à dire qu'il y a 1,3 million de DPE qui seraient concernés par des pratiques comme celle-ci, je suis très intéressé par l'étude. Ouais, c'est ça, oui. Quelque part, beaucoup s'interrogent aussi sur le fait de réguler ce métier et tout le diagnostic de performance énergétique aussi, pour éviter ce genre de fraude ou de complaisance. Alors, je crois qu'il y a des vraies solutions sur la table qui sont déjà bien identifiées par la profession. Une des raisons pour lesquelles ils ont probablement pu sortir ces chiffres-là, c'est que toutes les données des diagnostics sont disponibles aujourd'hui en ligne sur la base ADEME. Et ça permet à vous, à moi, de télécharger, de faire des statistiques, de se rendre compte de choses, de dysfonctionnement par numéro d'auditeur ou par zone géographique. On peut travailler sur ce genre de choses-là. Rajouter des obligations de géolocalisation et d'horodatage lors de la réalisation de la mission diagnostique, c'est quelque chose qui est excessivement simple à mettre en place et qui permet de s'assurer qu'effectivement la visite a bien été réalisée au jour et au lieu convenu. Ce sont des dispositifs qui ont déjà été utilisés, par exemple pour les subventions à la rénovation énergétique. En 2023, il existait l'obligation d'établir des rapports avec ce genre de géolocalisation au horodatage. Donc ça existe et ça marche. Et ben voilà. Merci pour vos éclairages, Hugues Sartre. Je rappelle que vous êtes porte-parole du groupement des ensembliers de la rénovation énergétique.